Allez, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. Je sais qu'on est dans la dernière ligne droite pour vos partiels. Ça y est, ça approche. Alors, du coup, pour aujourd'hui, j'aimerais bien que on attaque par ce qu'on n'a pas eu le temps de faire la dernière fois. C'est-à-dire que j'ai préféré commencer par les tests de comparaison statistique. Vous savez, le test de l'écart réduit, la p-value, le risque alpha, enfin, tout ce qui a trait à ça. Donc, on fonctionne exactement de la même manière que la dernière fois. Là, on va commencer par les deux premières questions. Je vais vous laisser 5 minutes. Et ensuite, on va, une fois que vous aurez fait ces deux questions, les corriger. Puis ensuite, on va travailler plus en profondeur sur des petits exemples de problèmes issus, en fait. Alors ça, c'est des questions que j'ai créées moi. Donc vous ne les retrouverez pas dans des annales. C'est moi qui les ai créées, de manière à ce que voilà, vous puissiez aussi un peu vous casser les dents sur d'autres formulations. Donc, si c'est OK pour vous et qu'il n'y a pas de questions en amont, ben c'est parti. Je vous laisse faire donc la question 1 et la question 2. Allez, je vous propose qu'on commence à corriger. Alors, les premières questions, vous allez voir que c'est que des questions de cours. Hein. Il n'y a rien enfin, pas de technique, il n'y a pas de tactique, il n'y a pas de piège. C'est est-ce que vous connaissez votre cours? Alors, du coup, on vous dit le risque alpha. Oui, il y a une question? Non? OK. Le risque alpha d'un test le risque alpha d'un test statistique et la probabilité d'observer sous l'hypothèse nulle H0 une valeur absolue du test au moins aussi grande que celle calculée. C'est faux. En fait, ça, c'est la définition de la p-value. La p-value est la probabilité, on peut le garder,
Comme ça, je vous donnerai ça après ensuite, ça fera votre corrigé. C'est la probabilité d'observer une valeur du test au moins aussi grande que celle calculée. C'est la p-value. Donc, l'item A est faux. L'item B, effectivement, c'est la probabilité de rejeter à tort l'hypothèse nulle H0. C'est vrai. De plus, elle est effectivement fixée à 5% de santé en biologie. Par contre, aucun rapport. Hein, le risque alpha ne correspond pas à 1 moins la p-value. C'est n'importe quoi. Pardon. Le risque alpha ne correspond pas à 1 moins p-value. Donc, ça, c'est faux. Et du coup, les items A, B, C et D sont faux, c'est faux. On a donc en bilan de cette question la réponse B et C. Est-ce qu'il y a des questions ou pas? Si je vois aucun micro s'allumer, c'est que c'est bon. Est-ce que cette question a posé des difficultés? Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas réussi cette question? Non. C'est bon, tout le monde a réussi? Allez, parfait. Question 2. On est aussi sur quelque chose, en fait, je l'ai fait exprès de les mettre à la suite parce que généralement, ils en posent une et puis ils peuvent la tourner un peu dans toutes les manières différentes. Deuxième question, on vous dit la puissance d'un test statistique de comparaison est fixée à 5% en santé en biologie. Bah, c'est faux, on a dit que c'était le risque alpha qui était fixé à 5%. Hein, le risque alpha, c'est le risque alpha qui est fixé a priori à 5% en santé et en biologie. Et j'ai envie de rajouter en fait que la puissance, c'est pas quelque chose qui est fixé a priori, mais a posteriori. Donc, l'item est faux. Correspond au degré de signification P. Ben non, on a dit que ce n'était pas la puissance, on a dit que le degré de signification, on l'a dit tout à l'heure, c'était la probabilité d'observer sous l'hypothèse nulle une valeur absolue du test au moins aussi grande que celle calculée. Donc, c'est faux. Alors, est égal à 1 moins bêta. C'est là où il faut faire un peu attention. En fait, généralement, on vous dit que bêta, dans le cours, bêta, c'est-à-dire le risque de deuxième espèce, généralement, on dit que c'est 1 moins la puissance. Mais du coup, si on a bêta qui vaut 1 moins la puissance, ça revient à dire que la puissance, c'est 1 moins bêta. Ce qui donne un item vrai. Et la D est fausse, puisqu'on vous dit que la puissance d'un test désigne la probabilité de rejeter à tort l'hypothèse nulle. Mais regardez, tout à l'heure, on a dit que c'était le risque alpha qui désignait la probabilité de rejeter à tort l'hypothèse nulle. Donc, c'est le risque alpha qui désigne la probabilité de rejeter à tort l'hypothèse nulle. Donc, cet item est également faux. Donc, ici, il n'y avait que la C qui était vraie. Le bilan, c'est C. Est-ce que vous avez des questions? C'est bon? Allez, parfait. Hop. On est parti pour le problème 1. Il y a 2 questions sur le problème 1. Donc, on va faire pareil. On va travailler d'abord le problème 1, tranquillement, et ensuite, on travaillera le problème 2. Donc, je vous laisse faire le problème 1. C'est parti.
Est-ce qu'on peut corriger ou est-ce qu'il y en a qui veulent un tout petit peu plus de temps? Non, c'est bon. Nathan, c'est bon. Les autres, c'est bon aussi? Bon, si généralement, hein, si je ne vois pas vos micros s'allumer, c'est que vous êtes d'accord avec moi. Allez, on est bon. Alors, une étude a été conduite chez des adolescents de 17 ans pour tester s'il existait une association entre la présence d'un surpoids et la pratique d'un sport extérieur au cadre scolaire. On pose l'hypothèse nulle âge zéro comme étant l'absence d'association entre la présence d'un surpoids et la pratique d'un sport extérieur au cadre scolaire. On souhaite du coup utiliser ici un test de comparaison de deux pourcentages. Alors, juste, on ne regarde pas les réponses. Quelles sont les deux conditions nécessaires pour utiliser donc généralement un test du Qui2 pour tester l'association entre deux pourcentages? Je vous écoute. On ne regarde pas les propositions qui vous sont données, parce que de toute façon, il y a la moitié qui sont fausses. Donc, vous, de tête, qu'est-ce qu'il faut vérifier? Est-ce que vous le savez? Allez, j'ai besoin de vous là. Nathan, tu as une idée ou pas du tout? Non, non, pas du tout. C'est vrai? Est-ce que vous avez fait le test du Qui2 en cours? Il faut que les effectifs soient supérieurs à 5. Alors, les effectifs comment, Mariam? Théorique. Théoriques. Exactement. Pour que ça puisse fonctionner, il faut que les effectifs théoriques, donc là je fais une correction en fait un peu générale, pour effectuer un test de comparaison de deux pourcentages, je dois vérifier, alors, on va le mettre, hein, que les effectifs théoriques de chaque cellule du tableau de contingence soit égal, soit supérieur, pardon, 5. Et qu'est-ce qu'on doit vérifier d'autre? Il y a un deuxième critère à vérifier. Vous ne l'avez pas? C'est super simple, hein. C'est l'indépendance des observations. C'est l'indépendance des observations. Donc, du coup, les observations étaient appariées, c'est faux. Les observations étaient indépendantes, c'est vrai. Là, on vous raconte TB sur la p-value, on s'en fout complètement, c'est faux. Et là, l'erreur à ne pas faire, où il faut faire attention, c'est que il ne s'agit pas des effectifs observés. Les effectifs observés, c'est ceux que vous voyez dans le tableau de contingence. Je vais vous montrer comment on calcule un effectif théorique quand même pour que vous le sachiez. Il ne s'agit pas des effectifs observés, mais des effectifs théoriques. Et ça, faites bien attention. Ils peuvent piéger. Et donc, c'est faux. Donc, en fait, il n'y avait que l'item B qui pouvait fonctionner. Alors, regardez, juste je vous montre, si je prends un tableau de contingent, par exemple, comme ceci, et que l'effectif de la cellule 30, là, eh ben, je vais faire l'effectif marginal en ligne, multiplié par l'effectif marginal en colonne correspondant à ma cellule, divisé par l'effectif total. Donc, si je veux faire pareil pour 50, je vais faire 50 fois 80 divisé par 200. Si je veux faire pareil pour 120, je vais faire ici 120 fois 150 divisé par 200. Voilà ce que c'est qu'un effectif théorique. OK. Question 4. C'est bon, ça c'est bon. On suppose donc que pour ce test, les conditions étaient vérifiées. Et la valeur calculée du test statistique était de 86.
Pour cela, on a un degré de signification correspondant qui est inférieur à 0,01. Et là, on s'arrête encore une fois. On ne va pas plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on veut comparer le pourcentage entre la présence d'un surpoids et la pratique d'un sport extérieur au cadre scolaire. Qu'est-ce que ça veut dire que le degré de signification est inférieur à 0,001? Les enfants, rassurez-moi, est-ce que vous avez fait les tests de comparaison avec le Ki 2? Parce que si c'est non, il faut me le dire, parce que ça ne sert à rien qu'on se casse de la tête sur des trucs que vous n'avez peut-être pas encore vus. Moi, dans votre programme, c'est marqué que vous l'avez vu. Il faut me dire si vous ne l'avez pas vu. Est-ce que vous l'avez vu? Ce n'est pas tout de m'écouter, hein, Nathan. Non, oui, on l'a vu. Bon, alors, qu'est-ce que ça veut dire que la p-value est plus petite que 0,001? Je vous écoute. Allez, il faut participer, vous n'y arriverez pas sinon, les enfants. Impossible. Est-ce que c'est la valeur qui est importante ou le fait que ce soit très petit? Parce que je n'arrive pas à faire le lien. Alors, les deux. En fait, si tu veux. Ah, oui. En fait, en gros, on fait un test statistique. Généralement, on vous donne la p-value. Si la p-value est plus petite que 5%, ça veut dire qu'il y a, et les deux phrases que je vais dire, ça veut dire la même chose. Il y a une association statistiquement significative entre les deux variables. Et dire qu'il y a une association statistiquement significative, c'est équivalent à dire qu'il y a une différence statistiquement significative. En gros, le fait d'avoir une association ou une différence, c'est la même chose. Ici, la p-value est plus petite que 0,01. Donc, le pourcentage de sujets en surpoids différait significativement en fonction de la pratique ou non d'un sport extérieur au cadre scolaire. La p-value est plus petite que 5%. 5%, je vous rappelle que c'est le risque alpha. Donc, vrai, il y a une différence statistiquement significative. Mais 5%, ce n'est pas le choix du risque d'erreur. Exactement. Ben, si le degré de signification est plus petit que cette marge d'erreur, on accepte le fait qu'il y a une différence statistiquement significative. D'accord. Voilà. Et en santé et en médecine, on la fixe généralement à 5%. OK? Allez, je continue. Du coup, qu'il y ait une différence significative ou une association statistiquement significative, ça veut dire la même chose. C'est un synonyme. Qu'est-ce que vous pensez de la réponse C? On fait un test. Ceux qui ont mis vrai, juste vous désactivez votre micro, mais vous ne parlez pas. Que je vois le nombre de personnes qui ont mis vrai. Personne n'a mis vrai? Bah, vous êtes tous des cracks alors. C'est faux. Ce n'est pas parce qu'on a une différence statistiquement significative, et c'est ce qu'on est en train de parler là. C'est un risque près. Mais on ne peut pas affirmer, en fait, on ne peut pas conclure à une causalité. On ne peut pas conclure à une relation de causalité à l'issue d'un test statistique. On peut conclure qu'il y a une association avec une certaine précision, mais on ne peut pas conclure quant à la causalité. Donc, un test statistique ne permet pas de conclure quant à la causalité d'une maladie. Et donc, c'est faux. J'ai une question. Oui. Mais c'est pas parce que le P est inférieur à 0,05 qu'on peut dire ça. Non. Si P est inférieur à 0,05, on se rend compte que la différence, par exemple, de pourcentage de personnes qui pratiquent du sport et qui sont en surpoids et des personnes qui sont en surpoids et qui ne pratiquent pas de sport, au risque de 5%, on peut affirmer que la différence, elle est statistiquement significative pour ce risque-là. Mais je te donne un exemple. Si je prends un risque de 99% de me tromper, je peux peut-être trouver un lien entre le fait que Barack Obama
est un homme de type noir et qu'il y a eu le Covid en France en 2022. Tu vois? Bah, au pire, Ok. avec un risque de me planter qui est presque proche de 100%, je peux affirmer n'importe quoi. Mais ça ne veut pas dire que parce que Barack Obama est noir, alors forcément que c'est lui qui a causé le Covid, tu vois. Maintenant, si en disant ça, j'ai 100% de chance de me planter, j'ai raison. Ok. Donc la cause, on n'en sait rien. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'à un risque précis, tu peux affirmer ou pas que la différence qu'on voit entre les pourcentages sont significatifs oula, j'arrive pas à le dire, on m'a compris, ou D'accord. pas significatifs. Et du coup, réponse D, on a conclu à une différence statistiquement significative ou à une association statistiquement significative. Donc, quand à la réponse D, on vous dit qu'il y a une absence d'association, ben, on a conclu à une association de lignes plus haut. Hein, on a conclu, on va l'écrire, hein, on a conclu à une association statistiquement significative. Donc, forcément que l'item est faux, puisque de lignes plus haut, on a dit son contraire. Donc, l'item est faux. Et du coup, bah, comme on en avait un de juste, le E est également faux. Et ce qui nous donne du coup B et C comme bilan. Allez, super. Bah, puisque c'est normalement, je pense, un peu plus compris, je vous laisse attaquer, s'il n'y a pas de questions, le problème 2. C'est parti.
Par rapport à la 5D, je crois qu'on n'a pas parlé de Fisher, à part sauf erreur de ma part. Alors, si tu n'as pas parlé de Fisher, c'est que ce ne sera sûrement pas la bonne réponse. Petite indication, des fois, ils vous inventent un truc. C'est le cas ici. Alors là, moi, je ne l'invente pas, hein, parce que ça aurait pu être Fisher, mais je sais que ce n'est pas la bonne réponse D'accord, parce que vous ok. l'avez pas vu. Voilà. C'est comme des fois, alors par exemple, si je te prends par exemple les annales de Grenoble, le test du coefficient de corrélation que vous faites sur Marseille, on ne le fait pas à Grenoble. Et ben, des fois, ils mettent dans les QCM de Grenoble, on fera un test du coefficient de corrélation. Et les élèves disent, mais de quoi ils parlent? Bah, t'inquiète, tu ne connais pas. Ah, D'accord? ok. D'accord, ok. Merci. Je vous laisse du coup encore 2 minutes parce que si tu es à la question 5, ça peut-être dire que tu n'as pas encore eu le temps de faire la 6. Donc, je vous laisse encore 2 minutes et après on corrige ça ensemble. Allez, on corrige. Donc, on vous dit, le tabac cause de nombreuses pathologies chez les sujets qui en consomment. Une étude a été menée sur 150 sujets pour tester l'association entre l'utilisation de tabac et le temps moyen de réaction au stimulus visuel. Les résultats de l'étude sont les suivants. Le temps de réaction moyen chez les personnes qui consomment du tabac est de 280 millisecondes. Le temps de réaction moyen chez les personnes ne consommant pas de tabac est de 250 millisecondes. On pose l'hypothèse nulle H0 comme étant l'absence de différence entre la consommation de tabac et le temps moyen de réaction au stimulus visuel. Dans cette étude, est-ce qu'on teste l'association entre une variable quantitative et une variable qualitative? Qu'est-ce que vous en pensez? Que c'est vrai? Que c'est vrai, effectivement. Oui. Effectivement. C'est vrai, il y a même pas de, je ne pourrais même pas détailler. On teste l'association entre est-ce qu'il consomme ou pas du tabac, oui, non, qualitatif, et le temps moyen, quantitatif. Donc, du coup, réponse B, elle est fausse, puisqu'on vous dit qu'on teste l'association entre une variable qualitative et une variable quantitative. Donc, deuxième question est forcément fausse. Le test approprié est le test de comparaison de deux moyennes observées sur deux échantillons indépendants. Alors là, pour le coup, c'est totalement vrai. On cherche à étudier deux moyennes. Et du coup, celle-ci nous indique que c'est faux de manière très rapide. Et donc, ici aussi, on a faux. Donc, le bilan de cette question, c'était C et A. Question 6, comme tout à l'heure, on a que le test statistique approprié a été réalisé et la p-value est égale à 0,01. Donc, comme tout à l'heure, avant même de lire ce qui se passe, on peut conclure donc à une différence statistiquement significative entre la consommation de tabac et le temps de réaction moyen au stimulus visuel, mais on peut également conclure à l'association statistiquement significative entre la consommation de tabac et le temps moyen de réaction au stimulus visuel. Ce qui nous donne, du coup, ici, on regarde, que le tabac cause, on a dit qu'il n'y a pas, on ne peut pas conclure à une causalité, on ne peut pas conclure à la cause du tabac, à une cause en fait, en général, je le mets à une cause entre guillemets, à une cause en général, lors d'un test de comparaison statistique.
C'est faux. Une absence de différence, ben non. Il y a. La p-value est plus petite que 0,05. Donc, il y a une différence statistiquement significative, blablabla. Blablabla. Hop là. Donc, c'est vrai. C'est faux, pardon. C'est faux. Du coup, en dessous, on vous dit il y a une association statistiquement significative. Ben, p-value plus petite que 0,05. Donc, c'est vrai. Ici, on a la bonne tournure dès le départ. Et là, on vous dit il y a une différence statistiquement significative entre le nombre de personnes consommant du tabac et le temps. Non, ce n'est pas entre le nombre de personnes, c'est entre la consommation de tabac, c'est-à-dire c'est pas deux variables qualitatives, là, quantitatives. Ici, il y aurait deux variables quantitatives sinon. Donc, c'est faux. Il y a une différence statistiquement significative entre la consommation de tabac et pas le nombre moyen de personnes. Hein. Vous ne confondez pas les deux, sinon ça voudrait dire qu'on fait un test entre deux variables quantitatives. Et ce n'est pas le cas ici. Donc lui, il est également faux, ce qui nous donne en bilan la réponse C uniquement. Ce genre de questions, vous allez voir, hein, ce qui est chiant, c'est la tournure des phrases. Il ne faut pas vous laisser piéger. C'est pour ça que généralement, et vous l'avez vu, je l'ai fait 2 fois consécutivement, je n'ai pas répondu directement à la question. Hein. J'ai d'abord lu ça et dans ma tête, j'ai dit à quoi ça pouvait correspondre en termes de réponse. Et ensuite, j'ai regardé ce qu'on me proposait, j'ai validé ou invalidé ce qu'on me donnait. Est-ce que vous avez des questions? Non. Allez, problème 3. En problème 3, on part un peu sur pas mal de choses. Donc, on a une estimation, première question. On a un peu de loi normale. On a intervalle de fluctuation. On a performance des tests diagnostiques. Alors, on essaye, je ne pense pas qu'on aura le temps, quoique. Non, ce n'est pas possible qu'on ait le temps. Alors, c'est parti pour le problème numéro 3. Je vous laisse faire la question 7, 8, 9 et 10. En fait, vous allez faire le problème en entier, ça va vous prendre 10 minutes. Mais comme ça, ensuite, on va essayer de tout corriger. C'est parti.
Allez, encore 5 minutes et on corrige.
Est-ce qu'on peut corriger ou pas? Oui. C'est bon? Allez. Donc, on vous donne un énoncé. On appelle grand X une variable mesure chez le sujet de la quantité d'anticorps un mois après l'administration de la dose de vaccin. On appelle population des patients l'ensemble des patients résidant en France chez qui une dose de vaccin Pfizer a été administrée. On suppose que grand X est une loi normale dans cette population. On constitue un échantillon de 200 patients représentatifs de cette population et on mesure sur chaque patient la valeur X. Les données sont résumées par. On vous donne les calculs. Est-ce que les données de l'énoncé ne permettent pas d'estimer la moyenne? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est faux, hein? Pour estimer la moyenne, il nous faut somme des xi et n. Ce qui est donné ici. Donc, c'est faux. Bon, eh bien, estimons la moyenne. Quand je fais la somme des xi divisé par n, j'ai 40 000 divisé par 200, 40 000 divisé par 200, et j'obtiens 20. Donc, c'est différent de 50. C'est faux. La variance de grand X dans la population des patients peut être estimée à 4. Alors, nous, on peut déjà avoir la variance mesurée. D'accord? Ici, la variance mesurée, il faudrait faire ça divisé par 200. Sauf que nous, on demande la variance estimée. Ben, pour passer de la variance mesurée à la variance estimée, ça revient à faire ça divisé par n-1. Est-ce que ça, c'est bon pour tout le monde? C'est-à-dire que S carré, l'estimation de la variance, c'est ça divisé par n-1. D'ailleurs, dans l'énoncé, c'est la raison pour laquelle, alors attention, c'est pas parce qu'on vous donne une indication de calcul qu'il faut forcément s'en servir. Des fois, c'est pour vous induire en erreur. Mais ici, on met bien 200 moins 1, on a 199. Donc, on obtenait 1184 divisé par 199. Ça faisait bien 16. C'est différent de 4. Donc, c'est faux. Cependant, pour avoir une estimation de l'écart type, on fait la racine carrée de l'estimation de la variance. Donc, en faisant la racine carrée, pour avoir S, pardon, on faisait la racine carrée de S carré, et on faisait donc racine de 16, et on obtenait bien 4, ce qui est donc vrai. Donc, l'item E est vrai, ce qui nous rend l'item F faux. Et on a du coup un bilan, ce régiment KD. Est-ce que ça va? Pas de questions? C'est bon? Non. Allez, loi normale. Les données de l'énoncé permettent d'estimer que toutes les valeurs de grand X sont plus grandes que 0. Qui a mis que c'était vrai? Personne. Pourquoi? Moi, Ah, je t'écoute. moi, en fait, j'avais pensé que vu que c'était la valeur, enfin, le fait que les personnes aient reçu au moins une dose de vaccin, donc forcément, c'est différent de 0 pour moi. Non, regarde. Grand X, ce n'est pas le nombre de personnes qui a reçu un vaccin, c'est la quantité d'anticorps de ces gens-là. Est-ce que c'est possible qu'au bout d'un certain temps, il n'y ait plus d'anticorps? Oui. Donc, est-ce que ça veut dire que possiblement, X peut prendre la valeur 0? Oui. Oui. Voilà. Donc c'est faux. Toutes les valeurs sont plus grandes ou égales à 0. Il se peut qu'une personne ait plus d'anticorps. Donc, toutes les valeurs
x sont plus grandes ou égales à 0. C'est faux. Voilà, on vous parle de la probabilité que x est supérieur à 12. Alors, je vais faire le calcul pour lui et on va regarder. Donc, on veut calculer la probabilité que x soit supérieur ou égal, alors supérieur à 12. Sauf que moi, je ne sais pas calculer cette probabilité-là. Je vais centrer et réduire. Je vous rappelle ici, on sait que, on a déterminé dans la question précédente, que grand X suit une loi normale de moyenne 20 et d'écart type 4. On a calculé tout à l'heure. Donc, dire que grand X est supérieur à 12, ça revient à dire que on centre que grand X moins 20, je réduis divisé par l'écart type, est plus grand que 12 moins 20 divisé par l'écart type. Et ça revient à dire que la probabilité que Z, qui est l'écart réduit, est plus grand que moins 8 divisé par 4 moins 2, où Z, pardon, lui, où Z, lui, suit une loi normale centrée réduite. Donc, on a ça. On va lire dans la table de l'écart réduit la valeur alpha correspondant à un epsilon en valeur absolue égale à 2. Est-ce que vous avez trouvé la valeur de alpha? Vous avez trouvé quoi pour alpha? À peu près 0,05. 0,05. Donc ça veut dire que, je vais essayer de vous le faire sur Paint pour que vous le voyez. Hop. Et je vais arrêter le partage et je vais vous repartager avec le Paint. Pourquoi ça fait comme ça? Oula, il bug l'ordi, il ne veut pas. Paint, il ne veut pas. Alors, on va trouver une solution. Voilà. Ce qui veut dire que quand vous avez votre courbe en cloche comme ça, hop, on a trouvé moins 2, on a trouvé 2. Et la probabilité alpha qu'on trouve, c'est d'être soit avant moins 2, soit après 2. Et on a trouvé 0,05. Donc ça veut dire que ici, on a 0,025. Et ici, on a aussi 0,025. Puisqu'il faut que la somme fasse 0,05. Mais moi, dans l'énoncé, je vous demandais la probabilité finalement que Z est plus grand que moins 2. Être plus grand que moins 2, ben, ça va être appartenir à cette zone-là, cette zone-là, cette zone-là et cette zone-là. Donc finalement, ça va être 1 moins 0,025. Et on trouve exactement 0,975. Ce qui rend vrai ma question. Ce qui va rendre faux les deux autres du coup. L'erreur de la question C qui aurait pu être faite, c'est de dire ah ben j'ai trouvé alpha égale 0,05, donc c'est 0,95. Mais non, 0,05 c'est d'être à l'extérieur des deux bornes. Donc c'est faux, c'est faux, c'est faux. Et il me reste donc en bilan la B.
Question 9. Alors, on veut faire un intervalle à 99%. Intervalle de confiance à 99%. Allons-y. Pour faire un intervalle à 99%, on a besoin de n alpha, on a besoin, on le donne ici, on a besoin de l'estimation de la moyenne et on a besoin de l'estimation de l'écart type. On a tout. Il peut être estimé avec les données de l'énoncé. On a, alors, pour estimer un intervalle à 99% de la moyenne, on a besoin de l'estimation de la moyenne et de l'écart type, ainsi que la valeur, du coup ici n 0,01, puisque si on fait un intervalle à 99%, c'est-à-dire que alpha vaut 0,01. Toutes ces données sont données, enfin, on va dire toutes ces contraintes sont respectées. Donc, il est possible d'estimer cet intervalle avec les données de l'énoncé. Ce qui nous rend l'item vrai. Bon, ben là, maintenant, il va falloir calculer. Donc, eh ben, allons-y. Donc, l'intervalle de confiance, ça va nous donner m bar moins s, n alpha, donc n 0,01, s divisé par racine de n. Généralement, on le met devant. Hop. Et ça, on a une barre. Ça. Voilà. Bon, allons-y. La moyenne, c'est 20. N001, on vous dit qu'on peut l'approximer par 2,5. L'écart type, c'était 20. C'était 4. Et racine de 200. Alors, et quand vous tapez ça, et là il y a un plus que je n'ai pas mis ici, et bien, quand vous tapez ça avec votre calculatrice collège, vous obtenez presque ça. Alors, pourquoi je dis presque? Parce qu'on fait des approximations. Parce qu'il y a des élèves, ils vont taper ça avec le 2,5, ils vont dire oui, mais je trouve 19,3 et 20,7. Oui, mais comme on a déjà fait, si vous voulez, une approximation là-dessus, bon, ben, c'est normal qu'on ne trouve pas exactement, puisqu'on vous dit on acceptera d'approximer. Donc, on trouve une approximation. Et du coup, ça permet aussi de conclure donc, non seulement que l'item est faux, mais en plus de ça, que l'item C est vrai. Et regardez, pour répondre à l'item suivant, si on divise en fait par racine de n, à chaque fois ici l'effectif, si l'effectif avait été 2 fois plus grand, l'étendue, elle n'aurait pas été 2 fois plus grande, mais racine de 2 fois plus grande, parce qu'on divise par racine de n. Pour avoir une étendue 2 fois plus petite, excusez-moi, il aurait fallu que l'échantillon soit 4 fois plus grand. Si l'échantillon est 2 fois plus grand, alors l'étendue est racine de 2 fois. Racine de 2 fois. Et donc, ce qui rend mon item faux également. En bilan, on avait la A et la C. J'ai une question. Mais comment on fait, genre, j'ai marqué la formule et tout, mais j'ai pas pu calculer. Et au concours, on n'a pas le droit d'avoir une calculatrice. On fait comment? Et comment tu approximes ta racine de 200? Oui, mais comment on trouve genre 19, 21? On va dire que ta racine de 200, comment le faire facilement? Tu fais une approximation de la racine carrée de 200, par exemple, je ne sais pas moi. Racine de 100, tu sais que c'est 10. Oui. Bon, ben, racine de 200, tu te dis que ça va être racine de 2 fois
100, racine de 100, donc ça veut dire racine de 2, c'est à peu près un 67. Donc ça va à peu près te faire 160. 4 divisé par 160, c'est un quart. 2,5 divisé par un quart, ça fait à peu près 1. 20 moins 1, ça fait 19. Ah ouais, c'est chaud pour 3 C'est pas minutes au chaud, c'est début. des calculs que moi je donne à faire en quatrième, là, justement, pour leur permettre de calculer avec des racines carrées sans forcément qu'ils aient leur calculatrice. Ce qu'on fait Pythagore, par exemple, tu vois. Ouais. Et c'est pas chaud. Le seul truc chaud, c'est d'accepter qu'on va trouver un résultat à peu près égal à 19 ici. Et on s'en fout pour la simple et bonne raison que rien que dans l'énoncé, on te dit que tu peux approximer 2,58 par 2,5. Donc on Ok. sait que tu vas avoir des approximations. OK? Ouais. Tu as compris comment j'ai fonctionné? J'ai calculé en ordre de grandeur. Ouais, avec la racine de 200. C'est ça. Et il nous reste enfin la dernière question. Ça, on a fait ça. Dernière question, alors ça c'était vraiment facile. L'effectif des faux négatifs était égal à 120. Donc les faux négatifs, ce sont les négatifs qui sont pas malades. Il y en a bien 120, c'est vrai. La spécificité du test est égale à 1. Ben, on va calculer la spécificité. Là, la spécificité, c'est la probabilité conditionnelle. Excusez-moi, pardon. Oui, En fait, seulement les faux négatifs, c'est pas la probabilité d'avoir un test négatif et d'être malade en réalité. si. Attends, je crois que je me suis trompé. Oui. Être faux négatif, c'est d'être négatif et d'être malade. Pardon. Oui, bien sûr. Bon, voilà. Merci. Non. Ça sera conditionné d'ailleurs la question 2 et 3. La B, là, c'est fait exprès. L'effectif des faux négatifs est donc égal à combien? 0. Égal à 0. Un coup pas. Du coup, la spécificité, comme c'est la probabilité conditionnelle que le test soit positif, négatif, sachant qu'on n'est pas malade, on a combien? On va regarder. Sachant qu'on n'est pas malade, donc c'est-à-dire qu'on est sur 150, j'ai 120 négatifs. Donc elle est égale à 120 sur 150. C'est différent de 1. C'est faux. La sensibilité, c'est la probabilité conditionnelle que le test soit positif, sachant qu'on est malade. On est malade. Donc la sensibilité ici, elle est égale à 50 sur 50. Ça fait 1. C'est vrai. Est-ce que le test est pathognomonique de la maladie? Un test est pathognomonique de la maladie quand la spécificité est égale à 1. Et là, j'aurais dû remplacer la spécificité. J'ai fait un copier-coller. La sensibilité. Donc, un test est pathognomonique de la maladie quand la spécificité est égale à 1, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, faux. Et donc, l'item E est également faux, ce qui nous faisait un bilan de C uniquement. Et voilà pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'en avais une seulement par rapport Ouais. à la question 3. Vu que j'étais Alors, arrivée en retard, je n'ai pas pu poser de questions.
dessus. Alors, attends, je monte. J'y suis. Je t'écoute. Alors, en fait, je n'avais pas compris pourquoi les observations doivent être indépendantes et non pas appariées. Ça coupe. Tu peux me la refaire? Oui, en fait, là, vu qu'on avait 2 échantillons, je Ouais. crois que c'était le cas de... 2 secondes. Attendez. Hein. Ah non, pardon, c'est la question... c'est la question 5. Non, stop. Attends. Pardon. Oui, c'est ça, pardon. C'est la question 3. Alors, On a la ok. comparaison de 2 pourcentages. Ok. Oui. Et en Ouais. fait, on a 2 échantillons. Donc, oui, les observations sont indépendantes. Mais en fait, vu qu'elles ont, on va dire, une caractéristique en commun, on ne va pas dire qu'elles doivent être appariées. Surtout pas. Non? Ben non, c'est indépendant. C'est-à-dire qu'on a pris deux populations. On a pris la population qui pratique du sport et la population qui ne pratique pas du sport. C'est pas parce que tu pratiques du sport que ça a un impact sur ceux qui n'en pratiquent pas. D'accord. Ok. Les deux Oui. échantillons sont Je bien n'avais pas l'impression de indépendants. ça. C'est pas comme si Ok. on avait, en fait, souvenez-vous, quand on fait des probas, on appelle ça la partition. Tu vois ce que je veux dire? Oui. J'ai mis d'un côté tous ceux qui pratiquent du sport et de l'autre côté tous ceux qui ne pratiquent pas du sport. C'est-à-dire que maintenant, si je réunis tout le monde à l'aveugle et que je tire quelqu'un au hasard, la personne, elle ne peut pas appartenir à deux groupes. Les observations sont bien indépendantes, les ensembles sont disjoints. D'accord, ok. En fait, moi, j'avais compris que c'était, on prend les 2 échanges, on les prend ensemble. C'est pas surtout le fait Non, qu'ils non, aient non, les deux non, non, caractères. non, surtout pas. Et non, on doit mesurer justement la moyenne chez ceux qui pratiquent du sport et chez ceux qui ne pratiquent pas. Pas la moyenne, mais le pourcentage chez ceux qui pratiquent du sport et ceux qui n'en pratiquent pas. Donc, il faut bien qu'on ait un côté disjoint, donc indépendant, pour ces deux, Oui, sous-échantillons de la population. d'accord, ok. Donc, apparier, c'est un peu l'opposé d'indépendant. Enfin, À c'est ça. Paris, il y a un lien. Quand tes Ouais. iPhones, quand tes iPad, tes AirPods, ils sont connectés à ton téléphone, ils te disent ils sont appareillés. Ils Oui, sont connectés, ok. ils sont en lien. Oui, Voilà. d'accord, ok. Merci. D'autres questions? On est bon? Alors, si on est bon. Oui. Non, c'est bon? Bon, bah, écoutez, passez un bon dimanche. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions. On va vous envoyer le corrigé. Je l'envoie à Dan et il vous fera suivre. Bon dimanche à tous. Merci beaucoup, au revoir. Au Merci. revoir. Au revoir.